Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la dernière de la saison. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, on va commencer dans quelques instants avec le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Il est avec nous, on va l'entendre. Dans une demi-heure, l'invité, c'est Marc Fesneau, le ministre délégué aux relations avec le Parlement et à la participation citoyenne. Et puis toute la semaine, vous l'avez vu, nous étions en Corse pour voir comment l'île tente de concilier le tourisme et la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, direction Calvi pour voir comment le secteur culturel fait face à la crise. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on reviendra sur le discours de politique générale de Jean Castex devant le Sénat, où il a prononcé le mot territoire encore plus de fois qu'à l'Assemblée nationale. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 17 juillet. Le port du masque dans les lieux clos sera obligatoire dès la semaine prochaine, a annoncé Jean Castex devant le Sénat. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, note des signaux de reprise épidémique en Île-de-France et la Mayenne a franchi le seuil d'alerte. Le Premier ministre réunit aujourd'hui syndicats et patronat pour une conférence sociale afin de fixer une méthode et un calendrier de discussion sur les prochaines réformes, le plan de relance, l'emploi, mais aussi les retraites, l'assurance chômage ou encore la dépendance. Le Sénat a entamé hier l'examen du 3e budget rectificatif. Il prévoit notamment 45 milliards d'euros pour les secteurs sinistrés, le tourisme, l'aéronautique ou l'automobile. Ce sera le dernier budget d'urgence puisque Bruno Le Maire a annoncé que les mesures du plan de relance seront intégrées dans la loi de finances. Et puis pour la première fois depuis 5 mois, les 27 dirigeants de l'Union européenne se retrouvent à Bruxelles pour un sommet européen. Objectif, trouver un accord sur le plan de relance de 750 milliards élaboré par la Commission européenne. Et on débute donc avec le sénateur du jour. Bonjour David Assouline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, sénateur socialiste de Paris. Vous êtes aussi vice-président du Sénat. Merci de vous être levé tôt pour cette dernière émission. On va commencer par le discours de Jean Castex hier devant le Sénat. Avant de vous entendre, on va voir ce qu'il a dit, puisqu'après les députés, c'est devant les sénateurs que Jean Castex est venu passer son grand oral. J'espère que vous allez faire un résumé. C'est tout de suite, regardez. C'était long. C'est résumé avec Jonathan Dupriez. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Jean Castex a envoyé aux sénateurs un signal attendu. Face à eux, pendant 2h30, il s'est posé en Premier ministre des territoires. Territoire, le mot a d'ailleurs été prononcé 30 fois par l'ancien maire de Prades. Ils seront donc logiquement la pierre angulaire de sa politique. L'État, je l'ai dit, est le garant des fonctions régaliennes qui scellent l'unité de la nation. Mais pour l'ensemble des grandes transitions écologique, économique et sociale, les acteurs territoriaux doivent être à la manœuvre. Devant la Chambre haute, Jean Castex a aussi tenu à s'adresser particulièrement aux élus locaux et à saluer leur engagement pendant la crise. Les élus ont été remarquables d'implication et de dévouement, à commencer par les maires qui ont, comme toujours, été combattants de la première ligne et de la première heure. Lors de son discours, Jean Castex a surtout longuement détaillé sa vision en matière de décentralisation. Vision largement convergente avec celle du Sénat. Le locataire de Matignon souhaite accélérer la marche via le projet de loi dit 3D et déléguer aux collectivités davantage de compétences, notamment en matière de santé. Je souhaite à cet effet que les régions, les départements et les intercommunalités puissent prendre une part plus grande dans la gestion de notre système de santé, qu'elles puissent, si elles le souhaitent, s'associer aux investissements que nous allons y décider. Jean Castex a aussi confirmé la tenue prochaine d'une conférence nationale des territoires, ainsi que la présentation au Conseil des ministres avant la fin du mois d'un projet de loi organique ouvrant le droit à la différenciation, permettant aux collectivités davantage d'expérimentation au niveau local. David Assouline, qu'avez-vous pensé du discours du Premier ministre ? J'ai pensé que c'était très long, très dilué. Je ne vois pas où est le nouveau message, à part venir devant le Sénat pour prononcer un maximum de fois le mot territoire, parce qu'il sait que nous sommes attentifs à cela. De ce point de vue, il a raison, l'analyse est commune. Dans cette crise sanitaire, c'est bien à cet échelon, et les collectivités ont
on fait un travail de protection des Français à tous les niveaux, avec une agilité dans tous les domaines, y compris pour protéger les tissus économiques locaux, pour agir au plus près, pour protéger, pour organiser des synergies entre acteurs. Donc, le fait de l'acter, mais je me souviens qu'après la crise des Gilets jaunes, il y avait une nouvelle étape du quinquennat parce que le maire allait être au centre. Donc ce discours-là, on l'a déjà entendu. Et derrière... Vous dites qu'il manque les actes ? Il manque les actes. On va voir. Il faut vraiment pas des actes, mais un grand acte de la décentralisation, un nouvel acte important qui acte justement le fait que... on le voit, même si les élections municipales ont montré que cette élection où il y avait une forte participation jusqu'à présent, eh bien, aussi subi l'abstention, montrait qu'à cet échelon-là, les élus locaux qui s'engagent, eh bien, on leur donne les moyens. Parce que sinon, ils vont perdre leur substance, comme les élus politiques nationaux qu'on considère impuissants. Voilà. Donc, quand il dit autant de fois le mot territoire, mais que je sais qu'il y a 7,5 milliards de recettes en moins pour 2020 pour les collectivités territoriales, qu'il y a 10 milliards en moins de prévus pour l'année 2021, je dis, mais il faut des moyens pour cela déjà. Il faut arrêter de les assécher. Voilà. Il y a des moyens notamment qui sont mis dans le budget rectificatif, le budget d'urgence qui est examiné en ce moment même au Sénat. Est-ce que pour vous c'est un bon budget ? Où il va être amendé par le groupe socialiste ? Parce que on va l'amender. Ça ne va pas. Nous, on a eu une centaine d'amendements. Il y a énormément de bonnes choses parce qu'il y a des secteurs qui vont être aidés. Mais là sur les collectivités territoriales, il y a 4,5 de milliards, et c'est en général des avances remboursables. Donc, je vous ai dit les chiffres de perte de recettes. Donc, ça ne compense même pas cela. Alors que le problème aujourd'hui n'est pas seulement de compenser des pertes, mais si on pense que c'est à cet échelon que le rebond peut partir dans tout, dans l'économie verte, dans la continuité des services publics, qui a été un élément important pendant cette crise sanitaire, dans le numérique, dans l'investissement dans les mobilités, tout ce qui est investissement d'avenir. Nous avons là les collectivités qui, sont pour la commande publique, sont des éléments essentiels de la relance aujourd'hui, qu'il faut absolument soutenir autrement qu'en prononçant des dizaines de fois le mot. Jean Castex, qui était également entendu sur les questions régaliennes, il en a parlé notamment dans son discours à l'Assemblée nationale. Il appelle à une réponse ferme, sans complaisance face aux violences. Dernier événement en date, c'est ce pompier qui a été agressé dans l'Essonne. Est-ce que vous êtes inquiet face au climat de violence et est-ce qu'il faut une réponse plus ferme de l'État ? Mais bien sûr qu'il faut que, sur ce genre d'acte, il faut être très ferme. Il faut affirmer l'autorité de l'État. Mais là aussi, attention à la démagogie. Quand un pompier, quand ceux qui viennent pour sauver des vies se sentent menacés eux-mêmes et sont menacés eux-mêmes, c'est qu'il y a quelque chose qui se délite en termes même de valeurs profondes dans la société. Donc c'est pas seulement une question d'autorité, c'est une question de réhabilitation de ces valeurs, de solidarité, de civisme, de base. Bien, donc parce que j'ai entendu encore que pour affirmer ce côté régalien, on veut quoi ? On veut qu'il y ait suffisamment de policiers en proximité, on veut qu'il y ait cette protection des Français au quotidien qui assure une tranquillité. Mais il a sorti l'idée d'une loi contre les séparatismes. C'est pas une bonne idée pour vous ? Mais je ne sais pas ce que c'est. En France, il y a la laïcité, il faut l'appliquer strictement. C'est la loi contre tout. Et quand il dit qu'il faut lutter contre l'islamisme radical ? Bien sûr qu'il faut lutter contre l'islamisme radical, mais pas seulement. Et qu'il faut nommer les choses. Est-ce que les choses ne sont pas nommées ? Est-ce qu'il y a hésitation à les nommer ? Ça fait quand même... la
pas inventer l'eau chaude. Ça fait un bout de temps, depuis les attentats quand même, que nous sommes beaucoup à dire qu'il faut nommer, qu'il faut combattre, qu'il faut réaffirmer la laïcité, etc. Donc le problème, c'est qu'il y en a dans l'échiquier politique, vous savez qui, notamment les héritiers du Front National, et maintenant une partie de la droite. J'entends souvent M. Retailleau alimenter tout cela, qui utilisent la laïcité, mais on a l'impression que c'est pour stigmatiser une population différente, notamment les musulmans, et surtout qui n'ont jamais été les chantres de la laïcité. Moi, depuis que je milite, j'ai fait des manifestations pour la laïcité, mais c'était contre qui, entre guillemets, entre ceux qui étaient pour l'école privée, confessionnelle, pour ceux qui manifestaient contre l'avortement au nom de la religion, qui manifestaient contre le mariage homosexuel en mobilisant tous les moyens, notamment des églises dans toute la France pour organiser ces manifestations à Paris. Bon, donc voilà, pas de poids et de mesure. La laïcité est un principe essentiel auquel je tiens. À gauche, il y en a qui, des fois, peuvent être mous du genou, comme on dit là-dessus. Moi, pas. Mais je combattrai toujours ceux qui en font un instrument dévoyé contre une partie de la population. C'est un instrument, au contraire, d'égalité, d'inclusion. Et la laïcité n'empêche pas le fait de pouvoir exprimer aussi des différences, des cultures diverses qui forment la France. C'est par la rencontre de toutes ces cultures aussi que l'identité française s'est forgée depuis des décennies. Allez, on va parler d'un autre sujet, David Assouline, on va parler d'écologie. Et que vont devenir les mesures de la Convention citoyenne? C'est l'une des questions. Sandra Cerqueira a suivi cette Convention citoyenne pour Public Sénat avec à la clé un reportage qui sera diffusé le 27 juillet prochain. Avant d'accueillir Sandra, on va regarder un extrait. Toutes les mesures proposées doivent répondre à un objectif, réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. C'est le mandat donné par l'exécutif. Impact possible de la mesure sur la création, destruction et conversion d'emplois. Impact potentiellement négatif sur certaines zones. Le potentiel de développement économique est freiné. Beaucoup découvrent que le bâtiment est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Penser la ville et l'habitat de demain, une réflexion où chacun apporte ses connaissances, son expérience personnelle. Ils font des ronds-points. Oui, moi, il y a des croisements qui sont... Moi, je suis en Bretagne, il y a des ronds-points. Ils sont complètement fous avec les ronds-points. Hein. Moi aussi, à Lyon, c'est super. Moi, je trouve que c'est un... Mais alors, c'est un gâchis d'argent public. Je trouve que c'est un gâchis d'argent public. Je pense que le constat, vous l'avez tous, les freins, tout ça. Donc maintenant, il faut se forcer. Je sais que c'est dur et qu'on aime beaucoup parler de ce qui ne fonctionne pas. Mais maintenant, vraiment, l'objectif, c'est de se dire quelle solution on veut mettre en place pour résoudre tous ces problèmes que vous avez évoqués collectivement. Bonjour Sandra Cerqueira. Bonjour Oriane. C'est vous qui avez donc réalisé ce reportage pour Public Sénat et vous avez suivi depuis le début les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Oui, alors je ne sais pas si vous avez suivi les travaux ou vous, monsieur Assouline, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Alors la Convention citoyenne, rappelez-vous, elle a été lancée en avril 2019 par Emmanuel Macron suite au grand débat qui lui-même avait été lancé en réponse à la crise des Gilets jaunes. Et ce sont 150 citoyens qui ont été tirés au sort parmi 250 000 numéros de téléphone. Et ils avaient un objectif, c'était de proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, le tout dans un esprit de justice sociale. Ils ont donc voté 149 mesures dans différents domaines, allant de l'interdiction de la publicité des produits polluants, à l'objectif de 50% d'agroécologie en 2040, la fin du plastique, des vols intérieurs. Certains y ont vu des propositions de bon sens, mais d'autres des mesures liberticides. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que ces mesures, elles ont toutes été votées à une très large majorité, pour la plupart avec 90% des suffrages exprimés. Pour William, l'un des citoyens que nous avons suivis, c'est la preuve qu'il est possible de se mettre d'accord sur des sujets clivants. On l'écoute et on vous fait réagir juste après. Avec la formation, l'information qu'on a reçue au fur et à mesure, de pouvoir sortir ce que beaucoup d'experts avant nous, ce que beaucoup de politiques avant nous ont essayé de porter et n'ont pas réussi à se faire entendre. Là, on espère pouvoir être la voix pour ces gens-là aussi. Alors, monsieur Assouline, un tel consensus dans le monde politique, y compris au Parlement, est plutôt rare. Qu'est-ce que ça vous inspire? On a pu entendre que ces citoyens avaient réussi là où les politiques ont échoué jusque-là.
Oui, bon, je modère ce propos, mais on a l'habitude, quand on a été élu local, d'assemblées citoyennes, conseils de quartier, etc., où, en parlant des sujets concrets de la vie quotidienne du quartier, il y a des consensus évidents. On ne sait même plus d'ailleurs qui a voté quoi aux élections ou quel est l'élu, quand il y a des élus de bords différents, quel est son parti. Donc c'est évident que dès que l'on aborde et qu'on essaye d'être uniquement dans la bonne volonté, on peut trouver ces consensus. Mais par exemple, sur leurs propositions, qui sont souvent de bon sens, si vous les soumettez aux partis politiques tels qu'ils existent ou à l'échiquier du Sénat, vous allez voir qu'il n'y a pas de consensus du tout. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde politique, il y a ceux qui veulent qu'on aille vraiment en avant dans cette révolution écologique absolument nécessaire pour sauver la planète et pour vivre tout simplement bien ici, et d'autres qui considèrent que la production, le productivisme, la consommation à outrance, sans entrave, sont les facteurs de développement économique et de bien-être. Donc, ils remettent les choses à l'endroit et ils nous rappellent ce qui est vraiment imprègne notamment les nouvelles générations, qui toutes pour elles, c'est une évidence, de l'école primaire jusqu'à l'université, le fait de changer le mode de consommation, d'envisager comme prioritaire dans quelle planète on va vivre demain, c'est normal, c'est eux qui vont y vivre, est devenu évidente. Et en plus, ils veulent des solutions radicales, c'est-à-dire ils ont conscience de l'urgence, ils ne sont pas dans les demi-mesures. Et un monde plus ancien qui freine, qui temporise. Alors justement, la légitimité de cette convention, elle s'est beaucoup posée. Souvenez-vous, Philippe Bas, le président de la commission des lois au Sénat, qui a dit que le tirage au sort était la négation de la démocratie, ni plus ni moins, que ça tournait le dos au suffrage universel. Les citoyens ont fait des propositions qui sont censées être soumises, devenir un projet de loi qui sera soumis au Parlement. Vous allez devoir travailler avec ces citoyens. On écoute Corinne qui elle, attend beaucoup en fait, du travail avec les parlementaires. Et il ne faut pas que le parlementaire subisse les lobbies des uns et des autres. C'est aussi le parlementaire qui veut être réélu et qui veut faire plaisir aussi à sa population. Il faut voir l'intérêt général avant son propre intérêt. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, tout ce qui me semblait être bon pour tout le monde. J'ai rien à perdre. J'ai pas à plaire aux uns ou aux autres. Alors, que lui répondez-vous à Corinne, qui est donc une des membres de la Convention citoyenne que nous avons suivie, qui, elle, a regretté la méfiance de certains parlementaires à l'égard de cette convention et qui est amenée à assurer un travail de suivi, comme l'a demandé Emmanuel Macron. Mais parce que, comme très souvent, on part sur des débats complètement faussés. J'ai déjà eu ça en parlant de démocratie locale. J'avais fondé les conseils de quartier dans le 20e arrondissement il y a 25 ans. Et on dit, mais ça ne peut pas remplacer le suffrage universel, etc. Bon, bien entendu. C'est les parlementaires qui votent la loi. Et la légitimité du suffrage universel et la légitimité du peuple. Mais on doit, et on le sait, la renforcer par des éléments de démocratie plus directe ou de participation plus quotidienne des citoyens entre deux élections. On dit quoi aux citoyens? On leur dit, vous restez chez vous, vous attendez qu'on fasse. Et souvent, on ne fait pas. Donc pour vous, c'est complémentaire du Parlement, c'est pas concurrent. Mais bien sûr, c'est complémentaire. Et donc le tirage au sort est une forme. D'ailleurs, il y a 25 ans, dans les conseils de quartier du 20e arrondissement, une partie des citoyens, j'avais proposé qu'ils soient tirés au sort, me référant comme historien à une part dans la démocratie athénienne, qui est quand même une démocratie et un précurseur. Il y avait aussi cette part-là de tirage au sort. Donc il ne faut pas en faire la panacée, mais considérer que là, on a une parole différente, des propositions qu'il faut écouter, délibérer. Et j'en suis d'autant... Là, je vais vous dire pourquoi il y a plus de réticence que ce qu'on aurait pu attendre du côté des parlementaires. C'est que ce gouvernement a proposé ça, mais à côté, il n'écoute jamais le Parlement.
Donc, il y a le sentiment qu'on le contourne, ou parce qu'on fait du vertical direct, présidence de la République, je décide, loi d'urgence, on va à la schlag, comme on dit, et puis de l'autre côté, dire les citoyens, ils peuvent s'exprimer directement et tout. Mais donc certains l'ont vécu comme une forme de concurrence. Bien sûr, mais parce que dans les faits, le Parlement n'est pas assez considéré par le gouvernement. S'il était valorisé, revalorisé, pris en compte de façon sérieuse, on vivrait tout cela comme un renforcement de la façon d'élaborer, y compris d'avoir des idées, et puis d'écouter sur des sujets importants les citoyens entre deux élections. Et merci beaucoup, merci Sandra. Merci et votre reportage sur la Convention citoyenne Un nouveau climat démocratique est à voir en première diffusion le 27 juillet à 16h30 et tout l'été et sur notre site internet. Merci Sandra, merci d'avoir été avec nous. On continue, nous, David Assouline, on va aller comme tous les jours dans une rédaction locale. On va aller à Lyon, retrouver Philippe Court. Bonjour, vous êtes journaliste au Dauphiné Libéré et à la une du Dauphiné Libéré aujourd'hui, le port du masque. Oui, évidemment, Bonjour à tous, c'est le sujet dont tout le monde parle, effectivement, depuis le 14 juillet, les annonces du président Emmanuel Macron. C'est effectivement un sujet qui touche tout le monde et qui fait écho aux craintes sans doute que l'épidémie puisse ressurgir un peu ici ou là, comme on en a malheureusement l'exemple en Mayenne. Et à la une du Dauphiné Libéré, ça c'était hier, mais c'est le Tour de France. Alors il a été reporté, mais le Tour de France, il est quand même là dans votre région. Et oui, il aurait dû être en train de se jouer finalement, puisque l'arrivée finale était prévue à Paris ce dimanche. Il aurait dû être dans les Alpes effectivement toute la semaine. Et Christian Prudhomme, à l'image de ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire qu'il est allé chaque jour rencontrer les élus, notamment sur tous les territoires qui devaient accueillir le Tour, depuis Nice au début du mois, jusque effectivement en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie encore hier, pour marquer le coup, pour surtout témoigner de l'importance des élus locaux et de leur soutien. C'est eux les premiers qui ont validé finalement le report du Tour en disant on vous suit quoi qu'il arrive. En septembre, il n'y a pas de problème, on le fera aussi. C'est important. C'est l'événement aussi qui peut marquer un peu un retour, on va dire, à la vie normale. Et il y a deux interviews à lire dans le Dauphiné Libéré, celle du patron du Tour, Christian Prudhomme, et celle de Romain Bardet, qui on imagine espère gagner ce Tour. Effectivement, le patron du Tour est en visite dans les Alpes, mais les coureurs aussi de toute nationalité s'entraînent actuellement partout dans nos montagnes. Beaucoup sont basés à Tignes, à Val d'Isère, à La Plagne. Donc ils ont investi un peu les montagnes de Savoie. Ils reconnaissent à la fois les étapes du Critérium du Dauphiné, les étapes du Tour, et ils se préparent à la vraie reprise de la saison qui, vous le savez, et vous en connaissez les raisons, a été stoppée brutalement à la mi-mars, et qui devrait reprendre ses droits réellement le 1er août. Un dernier mot, Philippe, sur l'importance du Tour de France pour les collectivités. Bien sûr, c'est le seul événement du sport international qui est autant lié au territoire, qui dépend des collectivités. S'il n'y a pas de volonté politique d'accueillir le Tour de France ne peut pas arriver dans une ville, dans un département, une région. Maintenant, souvent, c'est des candidatures qui sont portées à l'échelle d'une région. C'est important pour tout le tissu économique local. Il y a des retombées indirectes qui concernent les heures de diffusion à la télé, le territoire montré dans 190 pays, qui donnera forcément des envies de voyage à des gens tout autour du monde. Et puis il y a les retombées directes. C'est la restauration, c'est l'hôtellerie, puisque le Tour de France, c'est en moyenne entre 2500 et 3000 nuitées. C'est des gens qui vont au restaurant. Donc on imagine, pour tous ces commerçants qui ont été sérieusement touchés par la crise épidémique, le bonheur qu'ils pourraient avoir à retrouver tout ce monde-là au mois de septembre, enfin dès le 29 août en tout cas du côté de Nice, pour peut-être justement faire repartir cette activité économique. Et on en reparlera avec vous bien sûr au moment où le Tour de France démarra, vous l'avez dit, le 29 août. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On va revoir la une du Dauphiné Libéré consacrée au port du masque. David Assouline, on va maintenant regarder ensemble votre revue de presse avec Quentin Calmet. Et bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour David Assouline. Bonjour. Et c'est le coronavirus qui fait la une des journaux, notamment du Parisien. Oui, tout à fait. Sur la piste du vaccin, titre ce matin, le journal Le Parisien, vous le voyez, se rappelle, le virus est toujours aussi actif. Dans les pages intérieures, pages 2, 3, on peut lire cet édito. Plus les jours passent, plus les signaux avant-coureurs d'une reprise de l'épidémie
inquiète les spécialistes, écrit Jean-Baptiste Isaac, l'éditorialiste du Parisien. Le journal qui a pu rencontrer des chercheurs de l'Institut Pasteur qui travaillent sur un vaccin. Mais le chemin s'annonce encore long, dit le journal. Les tests sur l'homme vont démarrer. Il ne faut pas attendre de commercialisation de ce vaccin avant mars prochain. Et sur le site du journal, retour en particulier sur la situation en Seine-Saint-Denis. Oui, tout à fait, avec un taux d'incidence. Vous savez, c'est ce fameux taux qu'on surveille particulièrement de 10,1 contaminations, 10,1 contaminations pour 100 000 habitants, nous dit le Parisien.fr, recensé dans la semaine du 6 au 12 juillet. Le 93 a de nouveau dépassé le seuil de vigilance au Covid-19 et ce n'était pas arrivé depuis fin mai. Paris est juste derrière avec un taux de 9,9. D'où cette question pour vous, David Assouline. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que les Franciliens sont assez mobilisés? Je suis inquiet. Je pense que cette inquiétude commence à être partagée. Et finalement, c'est quand il y a l'inquiétude qu'on réagit. Je crois que si aussi les Français ont accepté des mesures lourdes, notamment de confinement total à un moment, c'est qu'il y avait une peur, une inquiétude réelle et qu'il y a un grand relâchement. D'abord parce qu'on a d'un coup envie de vivre et donc ça se débride, on va dire, et notamment les jeunes qui avaient besoin de ça, mais je pense aussi que il faut réaffirmer partout de façon pédagogique et il faut que tout le monde s'y remette, notamment les médias, pour expliquer que les gestes barrières sont absolument nécessaires, le gel hydroalcoolique absolument nécessaire et le port du masque. Pas seulement dans des endroits clos, comme ça a été décidé enfin, mais aussi dans les endroits de rassemblement. Mais c'est assez frappant. Pour avoir lu beaucoup la presse quotidienne régionale depuis plusieurs mois, on voit effectivement le coronavirus qui fait à nouveau la une de la presse. Vous dites c'est bien, il faut mobiliser l'opinion publique avec les gestes barrières. C'est un bon message aussi ? Oui, c'est vraiment insister. Là, il y a cette période de vacances avec un moment où il va y avoir des transhumances, c'est-à-dire des déplacements massifs sur l'ensemble du territoire, et il peut y avoir des choses qui sortent du contrôle. Là, il ne faut pas considérer qu'on est dans la situation du pic de la première vague, mais ça peut repartir et en tous les cas être un élément de sanitaire absolument qui marque. Il y a des pays où c'est vraiment reparti, des régions où c'est vraiment reparti et pas loin, notamment en Catalogne, etc. Donc ne pas prendre ça à la légère et refaire tout ce que l'on faisait avant de façon très sérieuse. Et dès lundi, porter le masque donc dans les lieux clos publics. Exactement. Merci Quentin. On vous retrouve longuement dans le Club des Territoires tout à l'heure. On aura l'occasion de vous voir. Un mot sur vos sujets, puisqu'on est dans vos sujets, David Assouline, notamment la question des droits voisins. Vous travaillez beaucoup là-dessus. On en est où sur ce sujet? Écoutez, on va fêter l'anniversaire de ma loi, enfin celle que j'ai initiée, qui permettait de faire en sorte que les plateformes concourent au financement de la presse pour ce qu'elle produise, que Google utilise, mais ne paye pas. Et ne produit pas, en tous les cas. Et depuis, Google traîne des pieds. Dans les négociations, elles sont bloquées. Ils proposent une somme modique pour que tout le monde se taise à la presse, magazine et presse d'information. Y compris aujourd'hui, ils font appel d'une décision de l'autorité de la concurrence qui a dit qu'ils abusaient de leur position dominante et qu'il fallait qu'ils négocient sérieusement. En gros, ce qu'on doit dire à Google maintenant, c'est que la loi française, c'est pas une option, c'est une obligation de la respecter. Et que si la loi, telle que je l'avais imaginée avec l'ensemble des parlementaires, elle a été consensuelle, ne donnait pas... favoriser la négociation. Maintenant, il faut que peut-être on l'amende, et je propose qu'on l'amende par tout véhicule possible législatif très très rapidement. C'est un appel que je fais aussi au gouvernement pour qu'il y ait maintenant plus d'obligations dans la loi, avec des délais dans le temps et un mode de calcul de rémunération qui soit clair et impératif. Et dernière question politique rapidement pour finir, c'est Laurent Geoffrin qui va quitter la direction de Libération pour se lancer en politique et il lance un appel à la recomposition de la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais voir l'initiative concrètement, mais c'est bien que de partout il y ait des... Si
tout cela converge à un moment, parce qu'on a vu au municipal, c'est l'unité qui permet de gagner. La stratégie, depuis Mitterrand, on la connaît, depuis le Front populaire. La gauche, si elle est unie, elle peut gagner. Mais aujourd'hui, l'essentiel des militants actifs de la gauche sont en dehors des partis politiques, qu'ils soient associatifs, et ils font vivre nos valeurs, mais ils ne sont pas dans les partis. Donc il faut que cette alliance, ça soit des partis, mais imaginez une forme qui allie, qui fasse revenir, qui crée une dynamique. Parce qu'on n'est pas seulement dans l'alternance à préparer, mais dans une alternative. On voit bien qu'on est en train de changer de société et qu'il faut un projet global. Et je pense que le meilleur processus, c'est celui qui a eu lieu à Marseille, des partis absolument nécessaires, des citoyens et ensemble une dynamique qui crée de l'espoir et qui peut gagner pour les prochaines présidentielles. La gauche écologique et sociale doit être au rendez-vous. Et merci beaucoup. Merci David Assouline d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, on accueille Marc Fesneau, le ministre délégué aux relations avec le Parlement et à la participation citoyenne. D'abord, on va regarder un extrait des questions d'actualité au gouvernement au Sénat qui avait lieu exceptionnellement hier et interrogé sur la nomination de Gérald Darmanin visé par une enquête pour viol. Jean Castex a défendu le respect des principes de la République et dénoncé des dérives inadmissibles. On l'écoute. Avec le président, vous affichez votre soutien sans faille au ministre de l'Intérieur, sans même attendre la fin de la procédure judiciaire. C'est une erreur éthique, politique, d'une violence symbolique inouïe. Vous qui en appelez à l'exemplarité de la politique et à la lutte contre les violences faites aux femmes, quel message envoyez-vous aux Françaises et aux Français lorsque vous faites fi de la parole des victimes? Mesurez-vous bien les conséquences de cette nomination? Je vais vous dire, madame, vous m'avez dit... Vous défendez M. Darmanin. Ce n'est pas M. Darmanin que je défends, ce sont les principes fondamentaux de l'État de droit. M. Darmanin n'est pas mis en examen. M. Darmanin n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Et à ce que je sache, à chaque fois que l'autorité judiciaire a eu à se prononcer dans cette affaire, elle a rendu des actes consacrant l'innocence de M. Darmanin. M. Darmanin a droit au respect des principes de la République comme tous les citoyens. C'est donc en mon âme et conscience, madame, au-delà du respect des principes fondamentaux de la République, que j'ai fait cette proposition. Votre intervention, madame, suppose donc que j'aurais biaisé avec ma conscience. Et ça, je ne vous autorise pas à le dire. Je vous remercie. Et notre invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre délégué aux relations avec le Parlement et à la participation citoyenne. On va revenir d'ailleurs là-dessus, puisque ça a été rajouté à votre portefeuille avec le remaniement. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Ariane, bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Un mot sur ce qu'on vient d'entendre et la réponse de Jean Castex hier devant les sénateurs, sur Jean Castex qui était interrogé sur la nomination de Gérald Darmanin. Est-ce que Gérald Darmanin, il est un problème politique pour ce gouvernement? Non, je ne crois pas du tout. C'est un atout. Il a été très actif et très efficace dans son poste précédent. Et je pense qu'il sera très actif et très efficace dans son poste au ministère de l'Intérieur. Après, le Premier ministre a rappelé simplement ce qu'est l'état de droit, et l'état de droit dans ses principes et dans son application. Je pense qu'on est dans un moment où on perd parfois, pardonnez-moi de l'expression, le nord sur ce que sont les grands principes qui doivent s'appliquer à tous les citoyens, de la même manière et de la manière la plus égale entre les citoyens, et qu'au fond, ce qui est l'engagement d'une procédure judiciaire, le préalable d'ailleurs, au fond, ne vaut pas acte définitif, et que donc la présomption d'innocence, elle est valable pour tout le monde. Mais vous parlez d'égalité. Votre ami politique François Bayrou s'était trouvé dans une situation judiciaire compliqué au moment où il avait été nommé ministre de la Justice. Il avait quitté la place Vendôme. Je rappelle qu'il avait fait le choix lui-même, d'ailleurs courageux, absolument. Dans un moment un espèce de tourbillon médiatique qui avait ce qui est le cas précédé. Pour Gérald Darmanin, ouais. Mais moi, je pense qu'il faut aussi, au fond, je me dis avec recul qu'il faut pas céder à ce que sont les principes républicains. À chaque fois qu'on cède aux principes républicains, celui-là en est un. Il y en a des tas d'autres. On pourrait discuter de ce que sont les principes républicains autour de la police et de la défense de son action.
et différentes choses de même nature. Je pense qu'à chaque fois qu'on cède aux principes républicains, on fait reculer la République. Et donc il me semble que c'est important de rappeler ce qu'est l'état de droit, ce que sont les obligations des uns et des autres, et ce que sont les principes républicains. Mais quand vous dites avec le recul, ça veut dire que François Bayrou pouvait il a démissionné trop vite? Non, il n'a pas démissionné trop vite, il a fait un choix personnel, il a considéré que ça pouvait d'une certaine façon nuire à l'action gouvernementale. Il portait un texte sur la moralisation de la vie publique, et donc on voyait bien les amalgames qui pouvaient être faits à l'époque. Moi, je connais la probité de François Bayrou, donc ce n'est pas ça qui était en cause, mais on voit bien que dans le tourbillon qui parfois nous entraîne collectivement, et là, ce n'est pas la question de François Bayrou, on peut être entraîné à ne pas essayer de prendre le recul nécessaire pour regarder ce que sont les faits, ce qu'est l'état de droit et ce que sont les principes. Je pense que les citoyens, ils sont très en recherche que les parlementaires, les élus, les hommes politiques, les ministres respectent l'état de droit. Et respecter l'état de droit, c'est tout respecter dans l'état de droit, donc la présomption d'innocence. Vous pensez que c'est tenable pour Gérald Darmanin? Comment, pardon? Vous pensez que c'est tenable pour le ministre de l'Intérieur? Oui, bien sûr. Allez, on va parler des discours de politique générale de Jean Castex. Il a prononcé le mot territoire 25 fois devant l'Assemblée nationale, 30 fois devant le Sénat. Ils étaient à ce point oubliés, les territoires, avant son arrivée? Non, je ne crois pas, mais je pense que c'est important qu'on les réaffirme dans la phase qui va s'ouvrir, parce qu'on voit bien qu'on a devant nous une crise économique et sociale qui va concrètement avoir un impact dans les territoires. Je vois dans mon propre département ce que sont les premiers, les premiers impacts de cette crise économique et sociale. Et donc il y a à la fois la nécessité qu'on fasse travailler les territoires et l'État. Moi je suis toujours malheureux quand je vois un peu des fois des hiatus ou parfois des querelles qu'on essaie de nouer entre l'État, entre la politique gouvernementale et les collectivités locales. Je pense que collectivement nous avons une responsabilité, c'est de faire en sorte de répondre aux attentes, aux inquiétudes des citoyens et aux problèmes qu'on a devant nous. Quand vous avez des problèmes d'entreprises qui se retrouvent en difficulté, on a besoin de la région, on a besoin des intercommunalités, on peut avoir besoin des autres structures locales, et donc il faut qu'on essaie de travailler ensemble. Ça n'empêche pas qu'on ait des différences d'approche, mais je pense que cette question-là est importante. La deuxième question, c'est que je pense que, y compris la crise des Gilets jaunes, elle a révélé aussi le sentiment pour un certain nombre de territoires d'être les délaissés de la République, d'être en périphérie au fond de ce que pouvait être la dynamique économique ou ce qu'on appelle la mondialisation. Et donc il y a besoin aussi de reconnecter au fond ces territoires-là à la République. Les territoires ruraux, les territoires urbains, les territoires périurbains. Il y a un certain nombre de gens qui ont le sentiment que les choses se passent sans eux, parce que depuis 20 ou 30 ans, et ça, je suis toujours fasciné de regarder ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui sur les moyens de l'hôpital, sur les moyens des services publics, sur les dessertes ferroviaires. Qui a fait le choix, si ce n'est ce gouvernement, de dire le tout TGV on arrête? Parce que c'est le choix qu'avaient fait les gouvernements successifs depuis 30 ans, 40 ans. Depuis 40 ans, on avait dit on va faire de grandes lignes TGV. Ça a été un atout d'ailleurs, et c'est un atout. On le voit bien dans la question de dérèglement climatique, à quel point ça permet de substituer à l'avion. Mais en même temps, quand on a fait ce choix-là, on a fait le choix je le vois dans ma propre région, on a fait le choix de délaisser l'entretien et les dessertes ferroviaires. Et donc là aussi, c'est une question territoriale. Et donc les gens ont vu les gares TGV fleurir ici dans un territoire avec très peu de dessertes, puis après on voyait passer les trains, si je peux dire. On regardait passer les trains au propre comme au figuré. Mais Emmanuel Macron, c'est ça qu'il fallait faire. Macron, il a échoué à parler à cette France. Est-ce que Jean Castex, vous pensez qu'il peut la reconquérir? Mais je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait échoué à parler à cette France. Je pense que collectivement, il y a un certain nombre de gens qui en ont joué d'ailleurs en disant l'équipe gouvernementale, ce qui est totalement faux, les élus à l'Assemblée nationale, ce qui est aussi totalement faux, ne sont pas des gens qui sont connectés au territoire, ce ne sont que des urbains. Enfin, moi, je pratique très régulièrement les députés de La République En Marche. Je peux vous dire que c'est des gens qui sont assez connectés et qui vivaient dans les territoires. C'est aussi l'effet du non-cumul. Et c'est surtout, d'ailleurs, et je suis assez d'accord avec vous, je pense que on est là dans le premier quinquennat qui vit le non-cumul, qui le vit au sens concret du terme. Et donc il y a une interrogation à avoir, c'est-à-dire que, au fond, moi j'étais plutôt d'accord avec l'idée d'arrêter le cumul des mandats, encore que c'était très restrictif. Parce qu'on ne peut même pas être adjoint. Mais il y a des effets pervers. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a peut-être quelques effets pervers. Mais il y a des effets pervers parce qu'on n'a pas pensé le système ou l'écosystème politique avec des parlementaires que nationaux. Et au fond, quand ils étaient à la fois parlementaires nationaux et un peu dans des exécutifs, ils avaient un regard sur ce que faisait le national et puis ils portaient une part de la responsabilité collective. Donc là, on a deux mondes qui ne s'interpénètrent plus. Quand vous dites qu'il y a des interrogations à avoir, ça veut dire qu'il faut retravailler? Mais en fait, on a pensé la fin du cumul comme la fin du cumul, très bien, principe général, et on n'a pas regardé. Ce n'est pas l'erreur, la seule erreur qui est faite
qui a été fait dans le quinquennat précédent. Je pourrais vous parler pendant 10 minutes du découpage des régions. Là aussi, on n'a pas du tout mesuré les effets, là aussi de périphérique, qui a été demandé aux gens qui sont dans la grande région Nouvelle-Aquitaine, demandez à ceux qui étaient en Limousin auparavant dans cette région, s'ils ont le sentiment que par cette grande région, ils ont le sentiment d'être plus reconnectés territorialement ou pas. Ben non, la vérité est que non. Demandez dans le Grand Est aux habitants de Charleville-Mézières, aux habitants de Strasbourg, s'ils se vivent la même région. Donc, mais je reviens sur cette affaire de cumul. L'idée, on pouvait la concevoir, mais qu'on n'ait pas pensé le système en se disant qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence. Et c'est valable pour tout le monde. Et au fond, quand vous croisez, alors ils le disent à bas bruit, mais quand vous croisez y compris des députés qui ont voté la fin du cumul, ils disent on a peut-être été trop loin et trop fort, et pas pensé ce que c'était le système. Et donc ça, c'est un travail qu'on a devant nous, qui est un travail de réarrimage de la démocratie représentative locale avec la démocratie représentative nationale. Ce qui s'est passé, vous parlez des élus qui sont accusés d'être déconnectés du terrain. Ce qui s'est passé ces dernières heures, à la fois les propos du président de la République, son discours, enfin son interview, à la fois cet échange houleux dans le jardin des Tuileries à Paris entre le président et ses gilets jaunes, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous rappelle que on n'en a pas fini encore avec cette crise sociale au-delà de la crise sanitaire? Alors, on n'en a pas fini avec cette crise sociale et malheureusement, on y rentre de plein pied, puisqu'on verra les conséquences économiques. On ne peut pas avoir... Je parlais de la crise sociale liée aux gilets jaunes. Non, mais c'est pour ça que je vais le distinguer. Il y a une question de crise sociale générale auquel il faut qu'on fasse face, et le Premier ministre a très utilement rappelé que c'était à la fois des grandes mesures nationales, et puis qu'après c'était territoire par territoire qu'il fallait essayer de trouver des solutions, parce que notre ardente obligation, c'est de se battre. C'est de se battre pour les citoyens et pour faire en sorte que, territoire par territoire, on fasse face, qu'on dise la réalité des choses et des difficultés et qu'on essaie d'y répondre. La deuxième chose, c'est pas une question de crise sociale, c'est que moi je l'avais dit au moment de la crise des Gilets jaunes, qui révélait ce que j'ai dit sur la question de la périphérie, du sentiment d'abandon, mais qui n'était que la sédimentation finale, si je peux dire, du problème, du processus. En revanche, il y a un certain nombre, c'est pour ça que les responsables politiques portent une grande part dans tout ça. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie quand on jette à la vindicte populaire un gouvernement, des parlementaires. Il y a aussi des parlementaires qui ont été très attaqués, y compris dans leur propre domicile personnel. On a tendu les rapports. Et ça n'est pas lié à ce gouvernement, c'est pas lié au président de la République. Il y a un certain nombre de gens, quand il dit on va aller à l'Élysée, etc., il faut que nous, dans nos propos, on soit toujours vigilants à respecter à la fois le débat démocratique et la nécessaire controverse, et en même temps à faire en sorte qu'on ne cherche pas des boucs émissaires et qu'on ne cherche pas des boucs émissaires intuitifs personnés. Et ça, c'est pas une affaire de crise sociale, c'est une affaire de crise démocratique. C'est pour ça que je séparais les deux sujets. Il me semble que nous avons un président de la République qui est très actif, qui est aujourd'hui à Bruxelles pour faire en sorte de défendre les intérêts français. Si nous arrivons, s'il y a un accord est obtenu, c'est un accord qui sera pour l'essentiel dû à ce qu'aura construit le président de la République avec la chancelière Merkel. Bon, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement positifs pour l'avenir. Et donc, il faut faire attention à ne pas caricaturer les uns et les autres. Il faut faire attention à ne jamais accepter dans le débat démocratique la vindicte, l'agression, fût-elle verbale. Parce que quand vous commencez par l'agression verbale, on ne sait jamais où ça s'arrête. Et donc, je pense qu'on peut avoir des joutes oratoires. Vous m'avez jamais entendu d'ailleurs être autrement que dans ce registre-là, c'est-à-dire on peut dire des choses, on peut même dire des choses assez sérieuses, voire désagréables. Le poids des mots. Mais le poids des mots. Et moi je pense que quand on est responsable public, on est responsable de... Comment dirais-je ? On est aussi responsable de l'ordre public, au fond. Et de ne pas dire aux gens, allez-y, en gros, tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Parce que je pense qu'il y a le respect des institutions, c'est le respect aussi de ceux qui les incarnent. Et c'est valable pour la présidence de la République, c'est valable pour le Sénat, c'est valable pour l'Assemblée nationale, c'est valable pour tout le monde, au fond. Il faut respecter les institutions. On va parler du calendrier parlementaire. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, puisqu'on est sur ces questions des territoires, une loi organique sur la différenciation, c'est-à-dire l'expérimentation dans certains territoires, a été annoncée en Conseil des ministres avant la fin de l'été. Elle sera inscrite quand dans le calendrier parlementaire? Dès la rentrée? Elle sera inscrite dès la rentrée et dès que le Sénat aura procédé à son renouvellement. Donc en octobre au Sénat? Oui, on est en train de caler le calendrier. Permettrait de ne pas pouvoir vous en dire plus, parce qu'il y a quand même pas mal de véhicules législatifs. Et vous me permettrez d'en dialoguer avec les deux présidents des assemblées, parce que c'est comme ça que ça se passe et c'est bien normal, mais je crois que je l'ai déjà dit sur votre plateau. Mais c'est une priorité. Évidemment, c'est l'horizon, parce que ça permet tout de suite de donner les premiers signaux autour de cette question de la différenciation. C'est un texte qui est porté par Jacqueline Gourault.
et qui est un texte, à mon avis, utile parce que c'est un regard porté de façon différente sur la question de la décentralisation. Au fond, qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 ans? On a fait de la décentralisation très centralisée. C'est-à-dire, on a dit, dans toutes les régions de France, la compétence transport sera gérée par les régions. Bon. Mais est-ce que la compétence transport est la même chose quand vous êtes en région Île-de-France que quand vous êtes en région Rhône-Alpes-Auvergne ou en région Centre-Val-de-Loire? Non. Est-ce que là, il n'y a pas des capacités qui fassent qu'on dise, bah là, c'est peut-être plutôt les départements avec les EPCI, là, c'est plutôt les régions, là, c'est... Et donc, cette différenciation, c'est une façon de regarder le rapport au territoire comme un rapport de différence de situation, et donc de différence de réponse. Sur la question du budget, du plan de relance, c'est une priorité pour le gouvernement. Le Sénat qui examine ce week-end le troisième projet de loi d'urgence. Pourquoi ne pas avoir mis les mesures du plan de relance dans ce troisième budget rectificatif? Est-ce que le gouvernement n'était pas prêt? Mais il ne vous aura pas échappé une chose, je l'ai dit et évoqué tout à l'heure, il y a un débat budgétaire européen. Une partie du plan de relance, y compris français, mais des autres pays européens, il est lié aux débats qui vont avoir lieu ce week-end, y compris en termes de moyens budgétaires. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme disait l'autre. Et donc attendons de regarder les moyens dont disposera notre pays en termes de relance, et après on aura des outils de relance. On peut nous faire tous les griefs de la terre, je sais que c'est un exercice, c'est pas vous qui le faites, mais en général assez commode pour les oppositions. S'il y a bien un pays qui a été extrêmement réactif sur les mesures économiques, dès le 17 mars, au fond. Dès le 17 mars. Je rappelle que la loi sur l'état d'urgence sanitaire, j'avais procédé aux navettes en remplacement d'un certain nombre de collègues, elle prévoit des mesures économiques dès cette date-là. Dès ce moment-là, on a identifié ce que pouvaient être les premiers problèmes. Et au fur et à mesure, on a rajouté, on a complété, on a amplifié les dispositifs qui étaient proposés. Et donc, on sera au rendez-vous. Vous voyez bien que d'ailleurs, vous avez plusieurs phases. Vous avez l'urgence absolue qui était de sauvegarder tout ce qui pouvait l'être, les emplois, les situations personnelles, la question sociale, les entreprises. Vous voyez qu'il y a des secteurs qui repartent assez naturellement parce que c'était simplement un stop and go, encore que le simplement soit un peu caricatural. Puis vous avez des secteurs qui sont durablement, lourdement et structurellement impactés. Je pense au secteur de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est les avions qui volent, mais c'est tous les sous-traitants, toutes les entreprises. Et il y en a dans tous les territoires de France. Vous n'allez pas dans un territoire de France où il n'y a pas des gens qui travaillent dans l'aéronautique. Et donc là, vous avez des sujets structurels. Et donc vous avez des mesures de plus moyen et long terme. Autre sujet de réforme, les retraites. Conférence sociale aujourd'hui. Le Premier ministre reçoit les partenaires sociaux. Dans un an, on rentre en campagne pour la présidentielle. Est-ce que cette réforme, elle est possible avant la fin du quinquennat? Alors d'abord, si à chaque fois qu'on dit on rentre en campagne, on ne fait plus rien, je dois reconnaître qu'un certain nombre je dois reconnaître qu'un certain nombre de nos prédécesseurs se sont assis tranquillement dans le fauteuil sans plus jamais conduire la voiture dans les 18 derniers mois d'un quinquennat. Mais enfin déjà, si dans un quinquennat, on ampute un tiers de ce temps-là à se dire attention, élection présidentielle, je pense qu'on fait défaut à la responsabilité qui est la nôtre, c'est de rendre tous les jours utiles jusqu'au dernier jour. Donc la réforme des retraites est possible avant la fin du quinquennat alors. Il appartiendra, le Premier ministre reçoit les organisations syndicales, il appartiendra, je pense que c'est une responsabilité collective, c'est pas qu'une responsabilité du gouvernement. À la fin de l'année, on va avoir plusieurs dizaines de milliards d'euros de déficit sur les retraites. Bon, on peut faire semblant, le mettre sous le tapis et dire on en parle dans 2 ans, une fois qu'on aura au fond pas dit aux Français la vérité des choses. On leur aura raconté des banivernes pendant la présidentielle, et après, la déception sera au rendez-vous. Ce gouvernement, le président de la République, on a toujours fait en sorte de dire les choses telles qu'elles étaient. Le gouvernement d'Édouard Philippe et le gouvernement de Jean Castex. On a toujours fait en sorte de dire il y a des difficultés, il faut qu'on essaye de les résoudre ensemble. Et donc sur les retraites, on a un sujet à la fois structurel d'équilibre budgétaire. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de sujet budgétaire sur les retraites, je crois qu'il faut qu'il regarde que ceci est une table et ceci est un micro. C'est une réalité factuelle. Et 2, est-ce qu'il y a des éléments, comment dirais-je, qui font que les femmes en particulier, les carrières hachées, un certain nombre de gens sont au fond pas exclus du système, en tout cas sont ceux qui sont les victimes d'un système qui ne fonctionne plus bien et qui n'est plus assez égalitaire, oui, et donc ces questions-là étant sur la table, il faut continuer de les poser et de regarder avec les partenaires sociaux. Mais ce sont 2 réformes différentes. Mais oui, mais c'est pas parce que c'est 2 réformes différentes qu'il faut, vous avez entendu le Mais ça veut dire qu'une réforme paramétrique pour régler ces questions financières sera mise sur la table avant la fin du quinquennat. C'est l'objet de la conférence sociale, c'est de poser sur la table les sujets qu'on veut essayer de résoudre avec les partenaires sociaux. Et il faut être 2, je disais, c'est-à-dire que je pense que au fond, on peut faire grief au gouvernement avec un S.
successifs. Mais il faut aussi que, si on veut que la démocratie syndicale, la démocratie organisée syndicale puisse elle aussi être un partenaire, il faut qu'elle puisse trouver des voies de compromis. Ça s'est trouvé sur le Ségur la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'organisations qui ont trouvé un accord avec le gouvernement. Quand on arrive à faire converger des points de vue gouvernementaux et des points de vue syndicaux, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. On va parler de l'écologie. Barbara Pompili qui a dit hier devant les sénateurs qu'il y aurait des groupes de travail avec vous sur les mesures de la Convention citoyenne. À quand le projet de loi qui retranscrit ces mesures de la Convention citoyenne ? On va regarder parce qu'il y a plusieurs véhicules possibles. D'abord, il y a des choses qui ne sont pas d'ordre projet de loi, qui sont d'ordre réglementaire. Bon, il faut écrire les mesures d'ordre réglementaire, sachant que dans les propositions de la Convention citoyenne, il y a des mesures qui sont assez écrites et assez finement écrites, et d'autres qui portent plutôt des principes, et donc il faut écrire. Donc ça sera à quelle échéance? Ce qui peut passer par la voie réglementaire. Les groupes de travail vont se mettre en route là durant l'été. Après, il faut voir. Et il y a la question dans le calendrier parlementaire de regarder à l'automne ou au début de l'année suivante. C'est des choses qu'on peut inscrire. Mais la volonté du président de la République et du Premier ministre et du gouvernement qu'a exprimé Barbara Pompili, c'est de faire en sorte qu'il y ait une traduction législative. Donc groupe de travail cet été et au Parlement en janvier, à la rentrée de janvier. Au plus tard, c'est dans ces horizons-là. Il faut qu'on regarde dans le calendrier parlementaire parce qu'il ne nous aura pas échappé qu'il y a un moment budgétaire qui occupe. Nous sommes le Parlement du monde qui occupe le plus de temps à son exercice budgétaire. C'est une donnée française, c'est très bien. En tout cas, c'est ainsi. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte qu'on soit au rendez-vous de la promesse initiale qui a été faite à la Convention citoyenne, de la promesse qui a été faite par le président de la République en sortie, quand il, devant les conventionnels, si je peux dire, il s'est exprimé pour dire voilà l'ensemble du regard que je porte sur vos propositions. Je pense qu'ils sont en attente, je pense que les Français sont en attente, et je pense que par ailleurs, il y a un certain nombre de mesures qui sont nécessaires. Et donc, il faut qu'on travaille avec eux, sans procrastiner, comme on dit, mais avec le temps qui est nécessaire pour affiner des dispositifs. Et il y aura des traductions. Par exemple, je crois qu'ils portent très haut, à juste titre, la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est des éléments qu'on va avoir dans le PLF. Sur la question du référendum, parce que pour qu'il y ait référendum, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord sur un texte commun, notamment sur cette question du réchauffement climatique, de la lutte et de la protection de la biodiversité. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait que le Sénat de droite va voter de manière conforme avec l'Assemblée nationale? Je ne vois pas pourquoi en fait, le fait qu'il soit de droite pourrait nuire à la confiance. Je veux dire, c'est pas la question qu'il soit de droite. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente. Je rappelle d'ailleurs... Vous êtes confiant sur ce terrain d'entente? Alors attendez, je rappelle d'ailleurs que sur cette question de la révision constitutionnelle, l'article 1, il était déjà rédigé, puisqu'il avait été voté à l'Assemblée nationale et que nous y avions introduit la question du réchauffement climatique. Donc je veux dire, la Convention citoyenne a repris, et c'est heureux, et j'en suis heureux, ce que les parlementaires, j'allais dire nous, parce que j'étais à l'époque parlementaire et rapporteur du texte, avions inscrit dans le texte. 2, est-ce qu'il y aura des débats avec le Sénat? Oui. Alors, est-ce que je suis confiant? Par nature, je suis confiant au sens premier du terme, c'est-à-dire je fais toujours confiance au dialogue et à la capacité qu'on a à converger. Après, c'est à nous, gouvernement, c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans un dialogue que je pense qui peut déboucher, d'essayer de trouver une rédaction, une formulation qui permette d'être là-dessus. Mais de vous à moi, je pense qu'il y a aussi, et c'est d'ailleurs tout l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre dans son discours de politique générale, il y a aussi besoin de mesures concrètes, parce que c'est très bien de mettre en son article 1 qu'il faut veiller à lutter contre le réchauffement climatique, c'est bien de l'écrire, c'est mieux de le faire. Et donc au fond, si on investit puissamment dans les mobilités décarbonées, si on investit puissamment dans la rénovation énergétique, si on investit puissamment pour faire en sorte qu'on préserve un certain nombre de choses en termes de biodiversité, je pense qu'on fait une œuvre aussi très utile. La nécessité qui est la nôtre, c'est d'être au rendez-vous, non pas des promesses, c'est d'être au rendez-vous du concret. Puisqu'on parle de ces conventions citoyennes, le président de la République dit en souhaiter d'autres. Il y a la participation citoyenne qui a été rajoutée à votre portefeuille. Est-ce que c'est un moyen de mieux faire accepter aux parlementaires ces conventions citoyennes? La question n'est pas de faire accepter aux parlementaires, je pense qu'ils sont plutôt ouverts les uns et les autres sur le sujet. Mais vous m'avez toujours entendu, y compris à ce micro, dire qu'il ne fallait pas opposer démocratie représentative, le Sénat, l'Assemblée nationale. Parce qu'il procède d'une légitimité qui est quand même formidable en démocratie, c'est que les gens ont voté. C'est un peu idiot de rappeler ces principes-là, mais je pense qu'une démocratie où on ne vote pas, c'est un problème, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, ça ne s'appelle plus une démocratie. Et 2, on a besoin de nourrir, et dans un dialogue qui soit un dialogue fructueux, et qu'il faut inventer, parce que la France n'est pas très rompue à l'exercice, et la Convention citoyenne est un exercice très innovant, pour la France et même au niveau mondial, sur un sujet aussi vaste.
Il faut qu'on arrive à trouver la voie d'un dialogue, et c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit dans le même périmètre ministériel, d'un dialogue entre des citoyens qui peuvent exprimer des choses. C'est valable d'ailleurs au national, ça pourrait dire que c'est valable au local. D'un dialogue qui permette de faire alimenter la démocratie représentative de la démocratie dite participative. Et je pense que c'est utile. Il y a un besoin d'appropriation, les sujets sont très complexes, il y a des contraintes qui pèsent sur les uns et les autres, et donc il faut qu'on essaie d'y travailler. Et donc je trouve que c'est une bonne œuvre que de faire ça. Dernière question, Fabrice. Oui, remaniement ministériel, vous en avez fait partie il y a quelques jours. C'est pas tout à fait terminé, on attend des secrétaires d'État. Ça peut se produire dès ce week-end. On peut avoir la liste complète dès ce week-end, début de semaine. C'est les prérogatives du président de la République et du Premier ministre. Oui. Il ne nous aura pas échappé que le président de la République est dans un sommet européen qui est assez déterminant et assez crucial. Donc on verra, mais en tout cas dans les jours prochains. J'imagine, à Paris. J'imagine que les centristes espèrent. Mais moi, vous ne me trouverez jamais sur le chemin dans ces cas-là. Ce qu'il faut, c'est des gens qui aient des compétences, des gens qui puissent appuyer les ministres dans leur mission. Évidemment, il y a des nécessités d'équilibre politique, mais la question n'est pas celle des centristes, pas plus que celle qui viendrait plutôt d'autres horizons. La question, c'est d'avoir des gens qui soient compétents et que chacun retrouve au fond ce que sont les grands équilibres de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder, et en s'énervant pas plus que ça. Dernière question un peu plus personnelle, il y a des régionales qui arrivent. Est-ce que vous pouvez être tête de liste dans la région Centre-Val de Loire ? Comme la plupart des habitants de la région Centre, je peux être tête de liste, parce qu'au fond, je réside en région Centre, donc oui. Est-ce que vous en avez envie ? Mais écoutez, on va regarder. Jacqueline Gouraud, hier sur ce plateau, nous disait que vous alliez faire campagne, que vous alliez être impliquée. Elle et vous. Nous en parlerons avec Jacqueline Gouraud, mais j'ai déjà œuvré dans les campagnes régionales. Je trouve que c'est un périmètre qui est intéressant, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut réfléchir à ces choses-là. Vous ne fermez pas la porte, manifestement. Non, je ne ferme pas la porte. Mais je ne vais pas vous faire de la langue de bois, je ne ferme pas la porte. Je trouve que c'est un espace qui est un espace intéressant pour faire de l'aménagement du territoire. J'aborde cette question des régionales, dans cette région comme dans les autres, avec l'idée qu'il faut qu'on essaie de porter quelque chose qui soit hors du champ partisan. Je pense qu'on a besoin de construire des majorités qui, dans les régions, puissent non pas forcément être complètement alignées avec la position gouvernementale, mais au fond, qui ont envie, dans un dialogue fructueux, de travailler avec l'État. L'État, celui d'aujourd'hui et celui de demain aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une région qui n'a pas subi, si je peux dire, et quand je dis subi, je pèse mes mots, au fond de fusion, mais au fond qui a besoin de retrouver aussi peut-être son unité, parce que c'est une région qui est très diverse dans ses composantes. Et donc, on verra. Il y a eu un remaniement la semaine dernière. Vous me parlez déjà des régionales de l'an prochain. Il y a des tas de textes dont on aura l'occasion. Et pardonnez-moi de vous dire que peut-être que je n'irai pas en parler sur votre plateau. Et si je dois en parler quelque part, ça sera peut-être en région, si vous me permettez. On espère quand même cette digression, mais je suis assez fidèle au poste chez vous, donc il n'y a pas de difficulté. Et d'ailleurs, vous avez été le premier et le dernier invité de cette saison de Bonjour chez vous. Merci beaucoup. Faire la clôture. Oui, merci beaucoup, Marc Fesneau. Merci Fabrice. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Avec nous aujourd'hui dans le club, César Armand, Jean-Baptiste Forêt et Thierry Dupont. Ils nous rejoignent. On va revenir bien sûr sur le discours de Jean Castex devant le Sénat, centré sur les territoires et puis sur la conférence sociale. Quelle réforme pour la suite du quinquennat? Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Toute la semaine, vous l'avez vu, nous sommes en Corse pour voir comment l'île tente de concilier tourisme et sécurité sanitaire. Quentin Calmet et Alizé Boissin sont allés à Calvi à la rencontre d'acteurs du monde de la culture qui tentent de sauver leur saison. On regarde. Aujourd'hui, à Calvi, ce devrait être la fête. Chaque année depuis 2003, le festival Calvi on the Rocks attire 20 000 fêtards sur ses plages. Mais donc pas cette année, faute de coronavirus. Et c'est ainsi tout le visage de la plage qui a complètement changé. Bonjour Anthony Tégédor. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de l'Octopussy, ici où on est là. C'est quoi le visage habituel de la plage de Calvi pendant le festival Calvi on the Rocks?
C'est beaucoup de groupes de jeunes qui viennent pendant une quinzaine de jours profiter des 5 jours de festival, mais qui arrivent 5 jours avant, qui restent 5 jours après. Une clientèle vraiment festive, qui viennent s'amuser, profiter de la Corse avant et après, et bien sûr du festival durant la période des 5 jours. Et aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, vous direz quelle est la différence par rapport à une année habituelle ? Aujourd'hui, on a quand même du monde. On s'attendait à avoir beaucoup moins de monde, mais beaucoup de familles, quelques jeunes. Alors, vous n'avez pas les chiffres exacts sur votre chiffre d'affaires, mais est-ce que vous diriez que c'est une bonne année quand même, ou est-ce que ça va être une année catastrophique, comme on a pu le dire au début ? Je ne pense pas que ce soit une année catastrophique, peut-être pas la meilleure, mais si on fait moins 30%, ce sera peut-être gagné. Bonjour Piera Simeoni, vous êtes la présidente de Calvi on the Rocks, également élue à la culture à la ville de Calvi. Quelles conséquences ça a eu sur le tissu économique de Calvi et l'annulation du festival ? Bien, forcément, vu la baisse de fréquentation des festivaliers, malgré que nous ayons constaté qu'ils soient venus quand même, avec grande émotion, je dirais que tout le tissu économique de la micro-région a été touché. Et ça représente des sommes importantes sur Calvi ? Oui, quelques dizaines de milliers d'euros entre les commerces et nous aussi également, puisque entre les achats de billets d'avion, la sécurité, les intermittents, c'est vraiment un manque à gagner pour toutes ces personnes-là. Bonjour François Canava, vous êtes le président de l'association qui organise les rencontres polyphoniques Corse. Ça se tient du 14 au 19 septembre ici à Calvi. Pourquoi avoir décidé de maintenir votre festival ? Avoir décidé, je dirais, c'est un pari qu'on a fait aussi à partir du moment, je dirais, où on a eu pas mal de contraintes qui nous ont été imposées par la réglementation. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que maintenir ce festival. Alors, dans quelles conditions sanitaires vont se tenir ces rencontres ? Des conditions un peu difficiles par rapport donc, à tout ce qui nous est imposé au point de vue sanitaire, sachant que la plupart du temps, quand on fait un festival, on le fait sur celui-ci, qui est un amphithéâtre naturel. Et là, on va être obligé de tout faire à l'intérieur de la cathédrale, mais avec une jauge de 300 personnes en période normale, et là, on est réduit à 120 personnes. Comment est-ce que vous avez vécu cette période depuis le printemps, où vous aviez cette incertitude sur le fait que vous pourriez tenir votre festival ? On l'a très mal vécu, parce qu'on ne savait pas, jusqu'à le dernier moment, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et toujours aujourd'hui, on l'a maintenu. On a pris le risque de maintenir, mais pour l'instant, je dirais par rapport donc je ne fais qu'au discours du président de la République hier, on ne sait pas encore si on va aller jusqu'au bout. Donc on attend. Mais pour le moment, donc c'est maintenu. Sur les 4 festivals qui devaient se tenir cet été à Calvi, seuls 2 ont pour l'heure été maintenus, sans certitude que les conditions sanitaires seront réunies pour qu'ils aient bien lieu. Et voilà pour ce reportage de Quentin Calmet et Alizé Boissin qui ont donc passé la semaine en Corse. Et à cette occasion, Gilles Simeone, le président du conseil exécutif, leur a accordé un entretien. Il revient sur la manière dont l'île gère cette saison touristique et puis sur ce qu'il attend du nouveau Premier ministre Jean Castex qui parle beaucoup des territoires. On l'écoute. Première question, on voit cette inquiétude du secteur du tourisme aujourd'hui. Comment allier assurance sur le registre sanitaire et aussi la reprise économique en Corse ? Alors, pour bien comprendre les inquiétudes liées aux difficultés du tourisme ensuite de la crise du Covid, il faut d'abord rappeler que le secteur du tourisme a un poids considérable dans l'économie corse, plus de 30% du PIB, et sans doute encore plus si on intègre les activités indirectement concernées. Et donc aujourd'hui, un secteur qui, malgré les efforts du professionnel et le soutien des pouvoirs publics, est gravement menacé. L'objectif, c'est bien sûr de sauver ce qui peut l'être de la saison. Sauver ce qui peut être de la saison, ça veut dire aussi trouver l'équilibre entre accueillir des centaines de milliers de personnes en juillet, en août et sans doute en septembre et octobre, et le faire dans des conditions sanitaires sécurisées, aussi bien pour les visiteurs que pour les populations en Corse et les personnels soignants. On voit ces inquiétudes sur les cas de coronavirus, de Covid-19 sur l'île. 19 lits de réa qui sont montés à 38 grâce à l'ARS. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous êtes inquiet sur le départ d'un cluster sur l'île ? Il est évident que si on devait arriver à une situation de saturation des structures hospitalières qui sont
exigu en Corse, parce que nous sommes un territoire insulaire, ça voudrait dire que nous serions déjà en situation d'échec. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter tout rebond épidémique, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avions préconisé, nous, un système dit de Green Pass, c'est-à-dire un test préalable de négativité au Covid qui aurait permis de s'assurer autant que possible de ce que le flux de population ne générerait pas une situation ingérable au plan sanitaire. Un dernier mot sur cet aspect, on voit que c'est complètement l'inverse qui a été choisi pour l'instant. Les passagers arrivent sur l'île sans obligation, si ce n'est une attestation et le port du masque. Vous dites on n'est pas allé assez loin dans la sécurité sanitaire de l'accueil des passagers? Je dis que nous sommes dans une période où, heureusement, globalement, en France et en Europe, l'épidémie reflue, et donc bien sûr on ne va pas faire le pari de la politique du pire, mais j'espère vraiment que ces indicateurs continueront à rester favorables, et dans le cadre qui est celui qui a finalement été choisi par le gouvernement, qui a compétence en la matière, je dis aussi avec beaucoup de force qu'il faut respecter les gestes barrières et continuer d'être extrêmement prudent, tout en permettant bien sûr aux gens de passer une saison d'été agréable. Un mot de politique, le remaniement et ce Premier ministre Jean Castex, un Premier ministre qui se revendique des territoires. Qu'est-ce qu'il vous inspire, vous, Jean Castex? On a lu avec attention, bien sûr, à la fois sa trajectoire politique et personnelle et ses premières déclarations. Moi, je retiens deux axes principaux autour desquels, je l'espère, la politique de son gouvernement s'organisera, et notamment pour la Corse. D'abord, l'aspect politique et institutionnel, puisqu'il semble que la perspective de décentralisation soit consacrée véritablement comme une priorité. Alors, globalement, je suis bien sûr favorable à la décentralisation pour toutes les régions de droit commun. Et puis en même temps, j'espère qu'en Corse, cette avancée institutionnelle se concrétisera par un statut d'autonomie, de plein exercice et de plein droit. C'est une revendication fondamentale qui a été consacrée par le suffrage universel en Corse. Et voilà pour cet entretien entre Quentin Calmet et Gilles Simeone. Et Quentin, qu'on va retrouver. Quentin, on vous a fait rentrer de Corse pour être avec nous ce matin. On est quand même ravis que vous soyez là. Vous êtes dans la rédaction de Public Sénat. Et on va parler avec vous de Jean Castex. Vous en parliez avec Gilles Simeone. Jean Castex qui a donc passé son grand oral devant le Sénat. On en parle avec vous. Et Jean Castex, qui après les députés était donc hier matin devant les sénateurs, qu'a-t-il dit ? Eh bien, pendant les 2h30 de discours, Oriane, le mot territoire a été prononcé à 30 reprises. Déjà la veille à l'Assemblée nationale, le mot avait été prononcé 25 fois dans le discours. Mais donc, on a bien entendu, le Premier ministre se revendique de ces territoires. Il veut faire des acteurs territoriaux la pierre angulaire de sa politique. Écoutez Jean Castex. L'État, je l'ai dit, est le garant des fonctions régaliennes qui scellent l'unité de la nation. Mais pour l'ensemble des grandes transitions écologiques, économiques et sociales, les acteurs territoriaux doivent être à la manœuvre. Chambre haute, Jean Castex a tenu à s'adresser particulièrement aux élus locaux et à saluer leur engagement pendant la crise du Covid-19. Écoutez un deuxième extrait. Les élus ont été remarquables d'implication et de dévouement, à commencer par les maires qui ont, comme toujours, été combattants de la première ligne et de la première heure. Mais donc, on l'évoquait avec Gilles Simeone, il y a effectivement ce discours sur la décentralisation qu'on entend au fil des discours. Jean Castex, il a une vision qui est convergente de la décentralisation avec celle du Sénat. Le locataire de Matignon souhaite accélérer la marche avec ce projet de loi 3D dont on parle depuis plusieurs mois. Mais il veut donc déléguer aux collectivités davantage de compétences, notamment en matière de santé. Écoutez un dernier extrait du discours. Je souhaite à cet effet que les régions, les départements et les intercommunalités puissent prendre une part plus grande dans la gestion de notre système de santé, qu'elles puissent, si elles le souhaitent, s'associer aux investissements que nous allons y décider.
Jean Castex a annoncé la tenue prochaine d'une conférence nationale des territoires. C'est le retour de cette conférence nationale, ainsi que la présentation donc en Conseil des ministres avant la fin du mois d'un projet de loi organique ouvrant le droit à la différenciation, permettant aux collectivités davantage d'expérimentation au niveau local. Alors qu'en ont pensé les sénateurs? Après ces belles paroles, il est temps de passer aux actes, ont-ils expliqué. Écoutez par exemple Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Pour la première fois depuis longtemps, on reparle des territoires, on parle même de la ruralité, c'était devenu un gros mot. Donc, on ne va pas se plaindre. Maintenant, derrière les bonnes intentions, on va voir quelle est la réalité des choses, comment tout ça s'organise, différenciation, déconcentration, décentralisation, contractualisation. Il y a beaucoup de plans qui sont lancés, plan vélo, plan jeunesse, plan santé. Bon, sur le principe, on ne va pas se plaindre. Maintenant, on va voir ce qu'il y a derrière tout ça. On est dans une période vintage, c'est le retour de l'ancien monde, adieu la Startup Nation, bienvenue en France. Bah écoutez, tant mieux, hein, et venez tous au Sénat. Voilà, et donc Oriane, on verra dans les prochains jours si au-delà de ces belles paroles, les intentions se traduisent en actes pour le gouvernement. Coucou Quentin, on vous retrouve tout à l'heure. Hein. Il a dit, en faisant un peu d'humour, Hervé Marseille, venez tous au Sénat, mais est-ce que, en martelant le mot territoire, en faisant la pierre angulaire de sa politique, il redonne une importance au Sénat, Jean Castex ? Incontestablement, le lien avec les élus locaux, ce sera l'un des axes de travail de Jean Castex. Donc ça passe naturellement par la Chambre des territoires qu'est le Sénat. C'est vraiment, on sent qu'il y a... Monsieur Déconfinement, qui était Jean Castex jusqu'à peu, s'est beaucoup appuyé sur les élus locaux, donc il va continuer. L'enjeu pour le gouvernement, c'est que les réformes aboutissent. Et donc il va falloir s'appuyer, y compris sur le Sénat, pour faire passer les réformes qui restent à mener. Alors il parle beaucoup de territoire, il parle de décentralisation. Est-ce que ce ne seront que des mots, comme on l'entend depuis le début du quinquennat, ou est-ce que vous croyez à une véritable étape de décentralisation d'ici la fin du quinquennat, Jean-Baptiste ? Alors je ne lis pas dans le marc de café, Oriane. Vous pensez que c'est possible ? Écoutez, ça fait quand même 18 mois qu'on entend parler d'une nouvelle étape de décentralisation. On n'a pas commencé à mettre le début d'un contenu derrière ce mot-là. Donc il y a quand même... Y compris dans la loi 3D ? Exactement, il y a quand même matière à s'inquiéter parce que qui dit décentralisation dit transfert de compétences venues de l'État vers les collectivités. Et aujourd'hui, on ignore de quelle thématique il s'agit. Je ne suis pas certain que ce soit un sujet très très porteur en plus auprès de l'opinion. Jean Castex parle beaucoup de territoires. C'est un mot qui est très répandu à la fois dans la technostructure et parmi les élus locaux, deux mondes dont est issu le nouveau Premier ministre. Mais je ne sais pas si on vous parle beaucoup de territoire, vous, Oriane, dans les conversations courantes. Moi, pas en tout cas. C'est moins commun chez les Français, effectivement. Ça peut se jouer, cette nouvelle étape de la décentralisation, César, selon vous, ou 18 mois juste avant une présidentielle, c'est pas le bon timing? Écoutez, moi je me souviens l'an dernier de Édouard Philippe, après la conférence de presse post-grand débat national du président Macron, qui était venu pareil devant le Sénat, alors faire une grande déclaration d'amour. Mais bon, il faut des preuves d'amour, les déclarations ça ne suffit pas. Le mot territoire, je rejoins Jean-Baptiste, ne veut rien dire. Il y a des communes, des intercommunalités, des régions, des départements. On va voir ce qui va vraiment en sortir. Le calendrier parlementaire est déjà pas mal embouteillé. Si on veut faire des choses, il y a un projet de loi organique là, qui va arriver bientôt pour permettre l'expérimentation, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué d'expérimenter au niveau local. Et peut-être que ça va permettre d'amorcer les choses pour les prochaines semaines, les prochains mois. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il a relancé l'idée d'un projet de loi 3D, donc décentralisation, différenciation, déconcentration. Maintenant, les trois termes ne sont pas équivalents, ne sont pas égaux en importance, je dirais, y compris dans le futur, parce qu'on sent bien que sur la différenciation, c'est parti. Il y a le projet de loi sur l'expérimentation qui va être dans les tuyaux, là, qui va arriver à l'automne. La déconcentration, ça, c'est pas c'est du réglementaire. Il s'agit d'emmener des gens, des fonctionnaires, des agents publics qui sont dans les administrations centrales et de les mettre plutôt sur le terrain. Et ça, le gouvernement en aura besoin pour mener à bien ces réformes, pour vérifier qu'elles sont bien exécutées. Maintenant, la décentralisation, c'est-à-dire un transfert de compétences nouvelles vers les collectivités locales, ça, on sait que le président Macron n'est pas spécialement favorable à ça. Il traîne les pieds depuis des années. Quand bien même les régions, les départements demandent de nouvelles compétences, on sent bien que ça freine. Donc, on peut être sceptique. Plutôt que de nouvelles compétences, il faudra avoir, durant la fin de ce quinquennat, une nouvelle relation de travail entre l'exécutif et les élus ?
Oui, sans doute. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on entendait encore dans votre émission le ministre Fesneau dire quand même grand mal des grandes régions, hein, disant qu'un habitant de Charleville-Mézières ne se sentait pas grand d'espoir. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Jean Castex a dit exactement la même chose hier. Il a dit la réforme de l'État, ça a été quand même loupé parce qu'on a créé des grandes régions qui ont éloigné les services des préfectures des administrés, et ça reste un tabou fondamental, ces grandes régions. Tout le monde reconnaît qu'elles n'ont ni queue ni tête, qu'elles sont trop grandes, qu'elles manquent de pouvoir, mais voilà, on ne bouge pas là-dessus, parce qu'un certain nombre aussi d'élus locaux ne veulent pas repartir dans un énième Big Bang, ce qu'on peut comprendre par ailleurs. Pas seulement les élus locaux, mais également le gouvernement, parce qu'il sait que toutes ces réformes, ça paralyse l'appareil d'État et que donc pendant ce temps-là, il n'est pas concentré sur son objectif. Puis par ailleurs, il y a un objectif de relance. Si vous menez des réformes internes de structure, vous ne pouvez pas vraiment mettre en place le plan de relance. Allez, on va continuer à parler de Jean Castex et de la suite, hein, notamment cette conférence sociale. Mais d'abord, on va retrouver nos partenaires de la presse quotidienne régionale. On va aller à Chartres, on va rejoindre Sébastien Couratin. Bonjour Sébastien, journaliste à l'Écho républicain. On parlera de votre une dans quelques instants sur le tourisme, mais d'abord en Eure-et-Loire, c'est ce 3e tour des municipales qui débute avec l'élection des présidents d'agglo, notamment à Chartres. Oui, bonjour. À Chartres Métropole, une agglo de 66 communes et 136 000 habitants, c'est Jean-Pierre Gorge, le maire de Chartres, qui a été réélu président hier pour la 4e fois. Alors, contrairement à 2014, il n'était cette fois-ci pas le seul candidat. Face à lui, Quentin Guillemin, conseiller d'opposition écologiste, arrivé en 2e position au municipal à Chartres. Jean-Pierre Gorge s'est tout de même imposé avec 88 voix contre 9 à celui qui s'inscrit de plus en plus comme la nouvelle figure de proue de l'opposition. Parmi les vice-présidents élus figure notamment le général Lizuret, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, qui s'occupera, c'est logique, de sécurité et de prévention de la délinquance. Et donc ça, c'est pour Chartres. Qu'est-ce qui s'est passé à Châteaudun ? Alors la Comcom du Grand Châteaudun, qui regroupe 24 communes et plus de 40 000 habitants, c'est le divers gauche Fabien Verdier, nouveau maire de Châteaudun, qui a été élu président. Mais c'était pas gagné d'avance. Sa victoire municipale, une première pour la gauche depuis 1977, avait fait grincer quelques dents dans certaines communes rurales où on n'était pas très chaud à l'idée de lui confier les clés de l'intercommunalité. Il partait pas forcément favori face à Hugues Damécourt, conseiller municipal de Cloix-sur-le-Loir, soutenu d'ailleurs par Philippe Vigier, le député de Châteaudun. Alors malgré la fronde d'une partie des ruraux, le maire de Châteaudun s'est imposé avec 4 voix d'avance, une majorité fragile. Mais en raflant ville et agglo, il se pose tout de même en nouvel homme fort du sud du département. Voilà pour ces élections des présidents d'agglo. On va parler de votre une. Votre une, c'est le tourisme. Le tourisme se réinvente, c'est le début des vacances. Hein. C'est les vacances en Eure-et-Loire. Comment se porte le secteur du tourisme en ce début d'été ? Alors, en Eure-et-Loire, on n'a ni la mer ni la montagne, donc le département mise sur d'autres atouts pour séduire, notamment sa proximité avec Paris, qui est à 1 heure en voiture seulement. Alors, le territoire développe un concept de slow tourisme qui est basé sur de nouvelles expériences, le bien-être, le ressourcement, le retour à la nature. C'est une tendance de fond qui séduit principalement la clientèle parisienne sur de courts séjours. Alors, évidemment, en raison de la crise Covid, 2020 restera une année difficile. D'autant que la destination Eure-et-Loire n'est pas uniquement saisonnière, mais fonctionne aussi durant les petites vacances, à l'automne, au printemps. Ce qui a été perdu au printemps pendant le confinement se rattrapera pas. Dans certains secteurs, la reprise de l'activité est encore partielle. Un quart des établissements n'ont toujours pas rouvert. Les professionnels du secteur sont inquiets et redoutent même des défaillances. Mais il y a aussi des motifs d'espérance, notamment une bonne reprise de la demande sur les week-ends et les séjours de dernière minute. La crise n'a pas non plus découragé les porteurs de projets qui souhaitent s'investir en Eure-et-Loire. Alors, n'hésitez pas, dès ce week-end, à venir faire un tour dans notre département. Et voilà, le message est passé, Sébastien. Vive l'Eure-et-Loire. Et n'hésitez pas, on va revoir la une de l'Écho républicain. Le tourisme se réinvente. Merci Sébastien d'avoir été avec nous et merci au groupe Centre France d'avoir été à nos côtés durant cette saison. Bel été, Sébastien. Merci à vous, au revoir. Allez, on va continuer à parler de Jean Castex. Après le discours de politique générale, c'est l'heure de la conférence sociale. Aujourd'hui, rencontre avec les syndicats et les patronats. Il parle beaucoup de territoire, Jean Castex, mais il est aussi là parce que c'est un spécialiste du dialogue social. Oui, et c'est un peu ce qui a manqué à ce gouvernement depuis 3 ans. En tout cas, c'est les critiques qui ont été formulées à l'encontre des gouvernements d'Édouard Philippe. C'était de s'être passé des partenaires sociaux, des corps intermédiaires, des élus locaux, on en a parlé, mais également des syndicats, des représentants patronaux. Et donc là, il veut montrer, il a un passé, il a été directeur de cabinet
de Xavier Bertrand au ministère du Travail, il a été conseiller social de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, donc il a tous les codes pour réussir ces négociations. Maintenant, le programme est très chargé puisqu'il faut revoir les règles de l'assurance chômage. Que fait-on de la réforme des retraites? Et ça, on est loin du consensus pour l'instant. On va y revenir. Et la tâche s'annonce aussi compliquée qu'avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux, Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Il s'agit de renouer les fils d'un dialogue qui a été rompu à l'occasion de la réforme des retraites. L'idée, je pense, c'est aussi de marquer davantage ce gouvernement à droite. Enfin, au-delà du dialogue, il y a quand même la réforme des retraites qui est relancée. Et pour Emmanuel Macron, c'est quand même un marqueur important dans l'optique de la future présidentielle, parce qu'il y a eu un brouillage quand même de son image durant cette période du Covid. On a eu un Emmanuel Macron qui a été le champion de la dépense publique avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». On a eu un Emmanuel Macron quasi souverainiste qui disait qu'on avait remis notre destin à d'autres pays, que c'était une catastrophe. On a eu un Emmanuel Macron écolo qui a repris 146 des 150 propositions de la Convention pour le climat. Mais il faut aussi un Emmanuel Macron classiquement libéral. Jean Castex, ça tombe bien, est dans cette ligne-là. Il a un réseau, il sait y faire, il a un carnet d'adresses, donc il est attendu évidemment sur ce terrain-là pour faire passer ces réformes. César ? Oui, de toute façon, c'est un incontournable des nouveaux gouvernements de réunir les parties prenantes, d'autant que la réforme des retraites est bien dans les décrets d'attribution ce matin d'Elisabeth Borne, nouvelle ministre du Travail. Peut-être qu'aussi ça va ouvrir une nouvelle ère. Muriel Pénicaud, je me souviens, il y a quelques mois, avait insulté les professionnels du BTP en disant qu'ils étaient défaitistes parce qu'ils voulaient abandonner les chantiers. Et là-dessus, je pense qu'elle a payé cette phrase et qu'a précipité son départ du gouvernement. Alors peut-être aussi l'occasion est de remettre tout le monde autour de la table avec des nouveaux acteurs, le nouveau Premier ministre, nouvelle ministre du Travail, pour repartir peut-être sur de bonnes bases. Et on se souvient que François Hollande avait joué sa réélection sur la courbe du chômage. Est-ce qu'Emmanuel Macron va jouer la sienne sur la manière dont il gère cette relance et la manière dont il gère cette crise sociale et économique ? Sans doute, là, on nous annonce un cataclysme économique, même si les premiers signes de l'INSEE sont plutôt encourageants sur la reprise. La difficulté pour Emmanuel Macron, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est qu'il a quand même promis que le jour d'après ne ressemblerait pas au jour d'avant. Donc ça va être compliqué de nous remettre sur la table la réforme des retraites telle qu'elle a commencé à être examinée au Parlement. Donc quelles sont les marges de manœuvre de Jean Castex pour s'éloigner un peu de ce qui avait été fait du projet de loi et qui était en cours de discussion, ça risque d'être assez compliqué. D'ailleurs, il a lui-même reparlé de règles paramétriques. Donc on voit bien que l'âge pivot n'est pas très loin dans les esprits. Retraite, c'est un dossier miné ? Oui, c'est un dossier miné et je pense que les Français n'y comprennent quand même pas grand-chose. Vous parliez de règles paramétriques, je suis pas certain que... C'est un peu comme les territoires, je suis pas certain que... L'âge pivot, ils peuvent comprendre. L'âge pivot, ça va, mais les règles paramétriques, je pense qu'on fait fuir quand même. Ils veulent savoir jusqu'à quel âge ils vont devoir travailler. Oui, tout à fait, évidemment, mais c'était quand même très très mal. C'est une réforme qui était quand même très très mal emmanchée. La remettre sur les rails va quand même être un tour de force pour Jean Castex. C'est quand même le grand test du début de sa mandature, de ces 600 jours, a priori. Et dernier mot, Thierry. Non, mais c'est vraiment l'alternative. C'est soit on refait la réforme des retraites pour montrer qu'on est un réformateur, qu'on est un libéral, et donc on est sur l'électorat de droite, soit on dit l'après ne ressemble pas à l'avant, et on essaie de regagner un peu au centre-gauche. Ça va être le... Mais il me semble quand même que Jean Castex a quand même été nommé pour séduire cet électorat de droite. Incontestablement. Et l'électorat de droite qui a été majoritaire au municipal. On oublie quand même beaucoup. On a parlé de la vague écolo, mais la vague écolo, c'est 2,8% de la population. Les mairies de droite représentent 10 fois plus que les mairies vertes. 60% des communes de plus de 9000 habitants. Allez, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui. Et Quentin, c'est vous qui avez regardé la presse quotidienne régionale. Qu'en avez-vous retenu ? Eh bien, Oriane, on commence avec l'Union qui titre sur ses souvenirs contrastés qu'a laissé Éric Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux, à Reims. Je vous conseille la lecture de la double page à l'intérieur du journal où la rédaction retrace le parcours du célèbre pénaliste. Sa stratégie, celle du rentre-dedans permanent, rendait parfois les choses éprouvantes, raconte par exemple un ancien président de cour d'assises. Le journal
journal refait le feuilleton des affaires les plus emblématiques à Reims et dans sa région. La famille des disparus de Mourmelon en 87, les diaboliques d'Ursel à Laon en 91, jusqu'à la défense du Royaume du Maroc en 2017 à Reims. On continue avec le journal de Saône-et-Loire qui revient sur l'hommage de la patrouille de France aux soignants. On avait vu les traînées bleu, blanc, rouge au-dessus de Paris le jour du 14 juillet. Et bien hier, les avions ont survolé Dijon. D'ailleurs, je vous conseille le compte Twitter de la patrouille de France. Ils tweetent à la minute près l'heure du passage des avions au-dessus de chaque CHU. Libération Champagne revient de son côté sur le port du masque obligatoire avec ce titre qui nous a fait sourire. Rentrez couvert, écrit le journal. Des masques obligatoires dès la semaine prochaine, a annoncé hier Jean Castex au Sénat. Le masque, c'est maintenant, écrit-on aussi dans le journal Libération Champagne. Pour info, c'est déjà effectivement une obligation dans 6 communes de Mayenne, dont Laval. Même chose à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Et on termine, Oriane, avec le Berry républicain et ses vacances studieuses. Je ne sais pas si ce sera votre cas aussi, à vous les clubbers et à vous, Oriane. Mais donc, un clin d'œil pour vous souhaiter à tous de belles vacances de la part de la rédaction de Public Sénat. On vous souhaite un très bel été et on vous donne rendez-vous à partir du 7 septembre. Et je vous promets pas des vacances studieuses dans l'immédiat, Quentin, mais on va d'abord essayer de se reposer. Merci beaucoup, Quentin. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce club et tout au long de la saison. Avant de se quitter et de se dire au revoir, on va regarder vos unes. La une de la Tribune César, et c'est Bruno Le Maire qui est à la une de la Tribune. Impôts de production, les élus locaux disent non à la baisse. Et oui, Bruno Le Maire a ressorti le pacte productif en voulant baisser massivement les impôts de production, les impôts que payent les entreprises. Voilà, au profit des collectivités. Forcément, les collectivités, elles ont des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, donc elles ne veulent pas. Et les métropoles disent niet, et notamment en disant que c'est une stratégie perdant-perdant si on leur donne une fraction de TVA à la place. À la une de la Gazette des Communes, c'est Jean Castex, territoire, la carte Castex. Oui, tout à fait. On revient donc sur l'arrivée de Jean Castex, qui est un peu le représentant du terroir dans ce nouveau gouvernement. On l'a constaté, comme on le disait hier au Sénat. Hier, il a cet accent rocailleux, il a un phrasé un peu de président de conseil général. Ils se font à merveille dans l'atmosphère du palais du Luxembourg. Il aurait pu être sénateur. Je sais pas si son grand-père l'était. Exactement. Peut-être qu'il le sera un jour. C'est pas... Et il y a un sommet européen aujourd'hui. Première fois que les 27 se réunissent physiquement à Bruxelles, et c'est à lire dans Contexte. Oui, c'est un sommet crucial pour le plan de relance promis par la Commission européenne, d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. Simplement, tous les participants ne sont pas d'accord et le couple franco-allemand va avoir fort à faire pour convaincre ses partenaires. Et voilà, et ce sera à suivre. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques secondes, puisque c'est la dernière émission, Quentin vous l'a dit, quelques secondes pour remercier tous les gens qui font que cette émission existe et qu'on peut être avec vous tous les matins. Je vais commencer par l'équipe de Bonjour chez vous. Je vais tous les citer parce qu'on n'est pas très très nombreux. Il y a Fabrice Cunet à la rédaction en chef, Juliette Beck qui était à l'édition, Noémie Metton et Fanny Rachel Zimbler qui font la programmation, et c'est grâce à elle que vous êtes là. On va remercier bien sûr la régie, Philippe de Saunier à la réalisation, Céline Pelletier qui était dans mon oreillette ce matin et qui a la tâche difficile de faire respecter les temps, et c'est pas toujours facile avec moi. Merci à toutes les équipes, plus largement les équipes techniques, les équipes de production autour de Cédric Lavaux. Merci à tous les journalistes, reporters d'images qui sont allés tout au long de l'année à votre rencontre. Vous l'avez vu, ces reportages quotidiens dans Bonjour chez vous. Merci évidemment à tous nos partenaires de la presse quotidienne régionale, à nos partenaires des télés locales, aux uns des radios qui étaient avec nous tous les matins pour vous faire vivre l'actualité au plus près de vos territoires. Et puis merci à vous, messieurs, merci aux gens du club qui sont venus tous les matins participer à ce club des territoires. On espère bien sûr vous revoir la saison prochaine. Quentin le disait, Bonjour chez vous revient le 7 septembre. On remercie également, puisque je parle de Quentin, on remercie les chroniqueurs parlementaires qui étaient là tous les matins, Quentin Calmet, Alexandre Poussard, Fanny Conquier et Steve Jourdain, pour essayer de vous permettre d'y voir plus clair sur le travail du Sénat et puis également sur l'actualité de vos régions grâce à la revue de la presse quotidienne régionale. Et puis bien sûr, merci à tous de nous avoir suivis tous les matins, et comme Quentin le disait, je vous donne rendez-vous le 7 septembre à 7h30 pour une nouvelle saison de Bonjour chez vous. Très bel été à tous.
la presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.